Bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Dans la petite demi-heure que l'on va passer ensemble, les appétits grandissants d'Amazon. Le géant de la vente en ligne annonce chaque jour des petites innovations discrètes mais majeures. Mode, livres, librairie, au final, il va tout manger. Au sommaire également, les confessions sympathiques d'un petit juif à roulettes. Vous connaissez peut-être Frédéric Zetoun. Il passe désormais de ses chroniques musicales sur France 2, une chaîne nationale française, aux planches. Son spectacle est drôle, touchant. Depuis L'Homme de fer jusqu'aux Intouchables, la différence a désormais toute sa place. Et puis nous irons voir de près une exposition de Louise Bourgois. Cela se passe à Washington, en écho, son œuvre au fameux huis clos de Jean-Paul Sartre. Voilà pour le sommaire. Merci de suivre le Culture Mag. Que se passe-t-il du côté d'Amazon? En l'espace de quelques semaines, le géant a fait des annonces plus ou moins discrètement qui révolutionnent l'univers de la vente virtuelle. Livres, librairie, maintenant mode, mass market et petit prix. Le récit Sandy Fortis. Amazon serait-il en train de quitter le virtuel pour le réel? Le géant de la vente en ligne a ouvert sa première vraie librairie. 20 ans après avoir révolutionné le monde du livre en lançant sa librairie 2.0, Amazon a décidé de tenter le coup à Seattle, sa ville d'origine. Les clients pourront donc désormais franchir de vraies portes en bois pour découvrir les quelques 5000 livres les mieux notés sur le site. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé le géant du e-commerce à se diriger vers le concret? Pour les dirigeants d'Amazon, cette nouvelle aventure a pour objectif d'améliorer l'expérience de leurs clients en leur permettant de toucher les produits. Le label en profite par ailleurs pour exposer ses produits high-tech avec des mots à la clé comme la liseuse Kindle, le cylindre connecté Echo ou la Fire TV et autres tablettes Fire. Un coup de pouce pour ces gadgets qui attirent moins les clients en ligne, ces derniers craignant d'acquérir un produit qu'ils ne connaissent pas. Cette décision peut surprendre, connaissant le succès d'Amazon, mais elle peut aussi s'expliquer par la réduction des avantages fiscaux dont bénéficiait jusqu'ici la vente en ligne. Ouvrir une vraie boutique amènerait-il plus de clients aux géants de la vente en ligne? Cette nouvelle librairie attirera certes une nouvelle clientèle frileuse de l'achat sur le net. Amazon semble désormais donc sur tous les fronts. Il faut dire que depuis quelques temps, le site ne cesse d'élargir ses gammes de produits. Après s'être lancé dans l'épicerie, Amazon envisagerait de lancer sa propre marque de vêtements. Le site a déjà sa section fashion, mais certains produits manquent à leur catalogue en raison du refus de certaines marques à travailler avec le géant du e-commerce. Début novembre, Jeff Gursicin, le vice-président d'Amazon Clothing, aurait laissé entendre qu'il pensait sérieusement à lancer leur propre marque. Ils reproduiraient ainsi les produits désirés par leur clientèle et combleraient les trous de leur catalogue. Un nouveau défi donc pour le label qui n'a pas froid aux yeux, toujours à la recherche du petit plus qui fera mouche, comme son idée de livrer ses produits par des drones. Amazon qui a subi récemment de nombreuses attaques, que ce soit par les nombreux collectifs de libraires ou de disquaires, mais aussi par la presse après un virulent article du New York Times critiquant les conditions de travail au sein de l'entreprise. Le géant de la vente en ligne offre désormais des congés paternité à ses employés américains, 6 semaines de congés payés, une annonce qui va probablement redorer le blason de la marque et lui rendre son joli sourire. Ultra consommation encore, il faut revenir sur le lancement de la collection capsule H&M et Balmain. Le bad buzz ne cesse de gonfler. Après les émeutes, les débordements, la très mauvaise préparation des magasins dans le monde entier pour l'accueil et le contrôle de la foule, après les critiques sévères sur la qualité et la coupe des vêtements créés par Olivier Rousteing pour le leader suédois, eh bien le nouvel épisode, c'est l'argent. La revente sur eBay cartonne et l'on apprend que directement dans les magasins, des petits malins rachetaient de la main à la main, cash, les produits Balmain pour H&M. Olivier Rousteing, le designer, a plus d'1,5 million d'abonnés sur Instagram. Son compte a été débordé, ses 30 000 followers sur Twitter s'empoignent désormais pour le défendre. À suivre, l'acteur et auteur Frédéric Zetoun. Il est sur scène, sur son fauteuil roulant. Il fait rire avec son quotidien, mais pour l'heure, on part à Washington. Louise Bourgois, c'est le highlight de Sandy Fortis.
La qualifiée d'artiste surréaliste, la hérissait, Louise Bourgeois s'est toujours considérée comme existentialiste. Et c'est cette facette qu'a choisi de mettre en avant la National Gallery of Art de Washington avec l'exposition No Exit, huis clos. L'exposition présente la genèse de l'œuvre de l'artiste franco-américaine avec une trentaine de dessins et de gravures, toutes représentant ses thèmes favoris comme la souffrance, le sexe et l'obsession pour la mer. Décédée en 2010 à New York, cette figure incontournable de l'art moderne est mondialement connue pour ses araignées géantes qui ont tissé leur toile aux quatre coins du globe, mais seules 4 de ces sculptures sont au programme de huis clos. Une exposition qui fait explicitement référence à l'ouvrage éponyme de Jean-Paul Sartre, grande source d'inspiration pour Louise Bourgeois. Voilà, maintenant le temps d'un petit extrait du spectacle de Frédéric Zetoun. On va bouger, partir dans l'autre studio pour le rencontrer. Lorsque je suis né, je crois que les fées étaient toutes bourrées, c'était pas gagné. Des tuyaux partout plâtrés jusqu'au cou. Tu parles d'un chantier loin d'être achevé. Allez regarder leur visage défait. J'ai tout de suite pensé, là, c'est pas gagné. Eh bien, nous voilà maintenant avec Frédéric Zetoun. Bonjour, merci d'être là. Généralement, on vous voit à la concurrence sur France 2, chaîne française, mais... Bon, vous êtes en tournée avec votre spectacle, l'histoire enchantée du petit juif à roulettes. Vous êtes un auteur, compositeur, vous avez une culture musicale absolument colossale. Et vous avez dit, c'est un stand-up, mon spectacle. C'est quoi? C'est de la provoque? C'est une façon de faire passer le handicap? C'est un journaliste dans la presse écrite qui a dit, c'est un stand-up en fauteuil roulant. J'ai trouvé la formule drôle, c'est vrai que je n'aurais pas osé. Stand-up, non, parce qu'on est 3 sur scène. Mais c'est vrai que, bon, bah, voilà, je raconte ma vie. Et j'espère qu'en racontant ma vie, en racontant l'histoire de quelqu'un dont les faits ont été un peu facétieuses au-dessus du berceau et lorsqu'il est né, finalement, avec François Despnous, qui est mon ami et qui a coécrit ce spectacle avec moi, je pense qu'en parlant de quelque chose de très intime, on a essayé d'aller vers quelque chose d'assez universel. En fait, la vie de plein de gens n'a pas été bercée toujours que de chants voilà, avec des fleurs. Donc c'est votre histoire, vous êtes tunisien, paraplégique de naissance. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce spectacle? Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui n'est pas drôle? Parce qu'on imagine bien évidemment que la vie de quelqu'un qui a une mobilité réduite, c'est pas toujours... Voilà, parce que vous êtes sympathique, vous souriez, mais j'imagine qu'il y a des choses qui étaient difficiles. Qu'est-ce que vous avez gardé dans votre histoire, dans l'histoire de votre spectacle? Et qu'est-ce que vous avez enlevé? Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est vrai que moi, pendant des années, j'ai écrit pour les autres. Mon vrai Bertignac, métier... Enrico Macias, voilà, mon premier métier, c'est vraiment de me mettre au service des autres. Et la cinquantaine arrivant, la paternité arrivant aussi... Et j'ai eu envie justement de parler un petit peu de ce parcours. Il y avait des choses que j'avais sur le cœur. Je trouve que notamment au niveau de l'accessibilité en France, on est excessivement en retard. Je trouve qu'il y a des regards qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Et j'ai voulu raconter tout ça en essayant de mettre les rieurs de mon côté. Donc j'ai fait ça avec les armes que j'avais. La chanson, écrire des chansons, c'est un spectacle musical. Il y a 10 chansons originales dans ce spectacle. Donc ça, on est en train de parler, puis d'un coup d'un seul, on se met à chanter. Les chansons arrivent comme ça. Le talent d'Alain Sachs, notre metteur en scène, a été de faire que les chansons arrivent naturellement dans le spectacle, tout s'enchaîne, et puis mettre les rieurs de notre côté, parce que si vous commencez à faire un truc revanchard, en réglant des comptes, vous allez vous mettre tout le monde à dos. Si vous vous montrez certaines aberrations de la vie aujourd'hui de la société en termes d'inaccessibilité, en faisant rire les gens, vous avez une chance de les faire réfléchir et peut-être de faire bouger les choses. On va regarder un extrait, j'ai une question. Vous dites handicap ou mobilité réduite, ou vous dites rien? Ni l'un ni l'autre, différence. On va regarder un extrait. Regardez maintenant, vous avez votre film, Intouchable. Et ben toi, ça fait un moment que tu l'as ton film, hein? Ah bon? Lequel? Le dîner de con. Voilà, on a choisi un petit extrait. C'est un spectacle que vous avez écrit, joué depuis 2014, qui tourne partout. Vous étiez au Festival d'Avignon en 2015. Cet été, nous avons joué dans une église qui était quand même un comble. Ouais. Bon, vous savez, à Avignon, tout était tout pour un juif de Tunisie. Au moins, dans l'église, on était 2 juifs, au moins. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, voilà. Et puis moi, je m'amuse
terriblement avec mes deux amis, Cécile Gérard et Anthony Doux, qui sont non seulement instrumentistes mais comédiens. Cécile est violoncelliste, une grande violoncelliste, elle joue très bien la comédie. Anthony est accordéoniste, vous verrez, il sort de son accordéon des sons absolument improbables. On s'amuse, et tant qu'on s'amuse et tant qu'on a du public, eh ben, on continuera. Je sais qu'ici en Israël, on est plein. Justement, vous jouez en Israël jeudi à Zohar House, pour ceux qui connaissent, c'est à Tel Aviv, sur une artère très très importante, et c'est bourré. C'est important de jouer ici en Israël? Pour plein de raisons. Et pour plein de raisons. Israël, bon voilà, je ne vais pas vous faire le couplet du français sioniste de base devant sa télévision. Je viens très souvent en Israël, beaucoup de ma famille est en Israël. C'est le rapport à la différence. Voilà, c'est le rapport à la différence, c'est le rapport à l'injustice aussi. Je trouve que, vous savez, en France, quand on va avoir des informations un petit peu plus, où on met le curseur un petit peu plus au milieu, ben on regarde E24, parce que parfois il y en a marre d'entendre des choses complètement déformées. Le rapport à l'injustice, le rapport au regard qui vous disqualifie d'entrée de jeu. Je me sens beaucoup de points communs avec ça. Et donc venir jouer ici, déjà, bon, très simplement, c'est venir jouer pour tous les membres de ma famille qui n'ont pas pu venir à Paris. Rien que pour ça, je crois qu'on aurait rempli une salle. Et puis en plus, bon, effectivement, venir ici à Tel Aviv, où je suis venu depuis 30 ans, voir plein d'artistes à commencer. Je me rappelle quand je passais le bac, j'étais fan de Yehudit Ravitz, que je venais voir ici. Wow. Bah, voilà, venir maintenant jouer à mon tour dans une salle et pas des moindres, je suis vraiment ravi. Il faut quand même préciser, le redire, vous avez une culture musicale extraordinaire. Je me souviens de vous il y a longtemps, quand on était ensemble. On était jeunes et beaux, on était jeunes et toujours. On est toujours jeunes et beaux. Frédéric, est-ce que vous pensez que depuis le film Intouchable, le succès d'Intouchable, est-ce que ça a changé le regard sur la différence? Je me souviens de la réplique du personnage de Cluzet qui disait, en parlant d'Omar Sy, tu comprends, ni il y a de la compassion, ni il y a autre. Il me fiche la paix. Voilà. Il est très juste pour ça et pour beaucoup d'autres choses, ce film. Bah, nous, en fait, on se moque un petit peu de ça dans le spectacle. Moi, il y a plein de copains, pas forcément intelligents, qui m'ont dit souvent, mais t'as vu maintenant, t'as ton film. Et en fait, dans la pièce, on se met, en fait, dans la pièce, je suis entouré de deux personnages. Cécile, qui joue du violoncelle et qui incarne, on va le comprendre très vite dans le spectacle, elle incarne la vie, c'est Madame la Vie. Donc ça commence par une confrontation assez tendue avec elle, enfant et adolescent, pour terminer par une grande danse de réconciliation. Et Anthony, l'accordéoniste, c'est le Candide, c'est un peu l'idiot du village, celui qui pose toutes les questions. Et à un moment, il me dit, mais de quoi tu te plains? Tu l'as ton film maintenant, Intouchable est là. Et donc, on se moque pas, on se moque gentiment du regard des gens qui pensent que le problème du handicap et de la différence a été réglé en France depuis qu'il y a eu Intouchable. Intouchable a fait bouger beaucoup de lignes et c'est très très bien. Maintenant, dire que ce film a tout résolu, non. En tout cas, c'est un excellent film, extrêmement juste. Et les parents d'Olivier Nakache sont venus nous voir un soir et très gentiment, à la fin, ils m'ont attendu devant le théâtre où nous produisions à Paris et ils ont appelé leur fils. Donc comme ça, j'ai fait connaissance avec Olivier, qui en plus est un être délicieux. Délicieux. Est-ce que vous vous souvenez, quand on était petit, il y avait en personnage public l'homme de fer? Oui, bien sûr, Raymond Burr. Raymond Burr. Ma question, et puis il y a eu aussi qu'un, cette série télé sur France 2. Ce que je veux dire, c'est que les personnalités différentes, pour reprendre vos termes, il n'y en a pas eu beaucoup connues. Il n'y en a pas eu beaucoup. Elles sont toutes masculines. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression que c'est résolu, mais bon, Jamel Debbouze, son bras, vous, voilà. Mais vous voyez que c'est pas résolu. On en est à faire un inventaire des gens qui ont une infirmité. Enfin, ce qui compte d'abord, c'est le talent. Si on est là, je pense que Jamel Debbouze, s'il est là, c'est pas parce qu'il a un bras atrophié. Il est là parce qu'il a un talent et qu'il est drôle à pleurer. Voilà, je pense que si on est là, c'est parce qu'on a quelque chose à dire. Voilà, avant toute chose. Pour vous dire que c'est pas totalement résolu, on arrive encore à mettre la différence avant ce que l'on vient raconter, ce que l'on vient dire. Moi, je rêve d'un moment où on remarquera plus ça. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour les juifs, pour les femmes, pour les gens qui sont... Toutes les minorités visibles. Enfin, les femmes ne sont pas des minorités. Vous n'êtes pas une minorité. C'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Je suis bien d'accord avec vous. Mais là, alors, disons que chez les personnes différentes, on est très très peu nombreux. Ce que j'aimerais, c'est que doucement, le regard justement se banalise et qu'on ne fasse plus attention à ça, que passer du droit à la différence au droit à l'indifférence. Je pense que ça, c'est le bout de la chaîne et on y arrivera.
Ma dernière question, vous vous battez beaucoup, vous aviez comme ça vraiment lutté contre le fait qu'on ne pouvait pas avoir accès dans un théâtre. Voilà. Il y a quelques années. Est-ce que vous continuez à militer Mais totalement, de toute façon, si on veut continuer à exercer ce métier, moi toutes les semaines, je suis 2 fois par semaine pour Télématin et pour C'est au programme, 2 fois par semaine, je dois aller dans des salles de spectacle. Si je n'y vais pas, je ne peux pas travailler. Donc je suis obligé de militer. C'est pas militer pour ennuyer le monde et pour embêter les gens. C'est pour vivre. C'est juste pour faire vivre. Boulot, c'est le droit à vivre. Et je vous dis, aujourd'hui, on parle de droit à la différence. J'espère très vite qu'on parlera de droit à l'indifférence. Aux États-Unis, je crois qu'ils y arrivent à ça. Aujourd'hui, se promener en fauteuil aux États-Unis, c'est pas un sujet. Alors c'est même pas un sujet. Enfin, quand on vous voit, c'est pas un sujet non plus. Bah, écoutez, et c'est ça qui est formidable. Merci. Merci à vous, Valérie. Merci beaucoup. On va terminer cette émission avec vous parce que vous avez plein de joie et d'optimisme. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci. Lorsque je suis né, je crois que les fées étaient toutes bourrées, c'était pas gagné. Des tuyaux partout plâtrés jusqu'au cou. Tu parles d'un chantier loin d'être achevé. Allez regarder leur visage défait. J'ai tout de suite pensé là, c'est pas gagné. Ma vie va comme sur des roulettes. Je me fous de ceux qui me mettent parfois des bâtons.